faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du podcast NBA Extra. On est le vendredi 14 février, c'est la Saint-Valentin et je suis avec Chris Singleton. Hello everybody. Qu'est-ce que c'est à propos? Je voulais commencer en parlant de ça. Ouais, on va démarrer, Chris, ce podcast. On voulait faire un point sur la saison et le futur des Sixers de Philadelphie qui sont pour l'instant hors du play-in, 11e de la conférence Est, 20 victoires, 34 défaites, qui sont pas très loin des Bulls, qui sont 10e. Les Bulls sont en 22-33, donc il y a une défaite de plus seulement pour Philadelphie. Mais après une intersaison assez chargée pour eux, où il y a eu la signature de Paul George, c'était les seuls à avoir dégainé un aussi gros contrat pour faire venir Paul George. On espérait que la mayonnaise prenne et que Philadelphie soit un concurrent au titre, en fait. C'était vraiment ce qu'on pouvait imaginer d'eux après la dernière free agency. Et en fait, la saison a très mal démarré, beaucoup de blessures, ce bilan qui est catastrophique, Joel Embiid qui a joué que 17 matchs pour le moment. Même avec lui, le bilan il est négatif puisqu'il a 8 victoires, 9 défaites quand le pivot camerounais est là. Chris, la saison des Sixers, est-ce qu'elle est déjà un peu à jeter à la poubelle, en fait? Je pense que jeter à la poubelle, c'est un peu fort, mais effectivement, on attendait beaucoup de cette équipe, surtout avec la venue de Paul George, la maturité de Maxey, et en espérant avoir un Embiid qui, en pleine forme. Donc, il y a plusieurs aspects à cette entre guillemets, échec. Je pense que c'est déjà le fait qu'Embiid n'a jamais été 100%, et je crois qu'Embiid, même lui, commence à dire que peut-être il aurait dû se reposer cet été au lieu d'aller faire avec Team USA, que son intervention de genou n'a pas été très, très efficace, parce que moi, j'attends tous les jours d'entendre que Embiid arrête parce qu'il va se faire réopérer ou que ça va pas, parce que quand on le voit, effectivement, on le voit qu'il n'est pas en pleine forme, même si c'est un joueur capable de prendre des stats avec une jambe. Mais c'est pas ça du tout. Donc, effectivement, le fait que lui, il est là, il n'est pas là. Paul George se dit avoir des problèmes de doigts ou je sais pas quoi. Mais il joue avec une luxation du doigt. Oui, mais bon, gauche, dans son niveau de jeu aujourd'hui, il n'est même pas play-in Paul, je peux te dire. C'est vraiment, vraiment un échec pour Philadelphie. Donc, globalement, et comme tu as bien dit, souligné, même quand les trois sont là, c'est pas très beau à voir. C'est pas une équipe dominante. Et je dis aujourd'hui, parce que on était très patient avec cette équipe-là. On a descendu la barre au fur et à mesure que la saison avance. Et maintenant, aujourd'hui, on est en train de dire il faut qu'ils dépassent les Chicago Bulls pour être en play-in. Donc, c'est pas aussi évident que ça, parce qu'ils sont toujours à la traîne un peu. Ils sont pas garantis de rien. Le temps coule. Cette équipe de Philadelphie, honnêtement, je pense que tout le monde l'avait mis dans le top 4, éventuellement. Ouais, c'est ça, ouais, top 4, top 5 maximum. En prévision, oui, 5 maximum. Ils sont loin du compte. Ils vont pas... encore une fois, pour moi, c'est un grand échec. Encore une. C'est vrai que tu parlais du genou de Joel Embiid qui a déjà laissé entendre que peut-être à la fin de la saison, il se fera opérer. Moi, je dis même avant. Et voilà, et peut-être même avant, parce que si effectivement Philadelphie joue pour une 11e, une 10e place, faudra peut-être en fait tout simplement arrêter les frais, et plus on l'opère plus tôt, plus vite il sera rétabli et il pourra potentiellement démarrer la prochaine saison avec l'équipe, parce qu'en fait c'est ça, c'est s'il se fait opérer en avril, mai, peut-être qu'il n'est pas dispo pour mi-octobre. Voilà, en fait. J'ai dit le mot jeter la saison était un peu fort, mais il faut quand même se rendre compte de certaines choses. Même s'ils arrivent en boitant, parce que ça sera vraiment le cas, s'ils arrivent en boitant en play-in, et éventuellement, s'ils s'en sortent du play-in, regarde ce qui leur attend. Ouais, Cleveland ou Boston. Ils n'ont aucune chance. Donc à partir de là, compter ses pertes, et dire, voilà, bon, maintenant, avec cette équipe-là, avec les joueurs qu'on a aujourd'hui, on n'arrivera pas à faire quelque chose. Donc, commencer effectivement à penser. Donc, d'abord, avant tout, la grande décision sur Embiid,
Parce qu'il y en a même certaines qui disent que c'est les dernières années d'Embiid C'est la question que j'allais te poser après. à Philadelphie. Donc, ils auront une petite décision à prendre comme Dallas a fait avec Doncic. C'est ça. En fait, Joel Embiid, au-delà de son niveau de jeu et de ses problèmes de genoux, il y a aussi son salaire. Il a signé en début de saison une extension de contrat. Oui. Les chiffres sont totalement dingues, il faut quand même les rappeler. Il est sous contrat jusqu'en 2028. Oui. Il a une player option pour 2029. Oui. Une player option à 69 millions de dollars la saison. Et il aura 34 ans. Oui, mais quand Joel Embiid est en pleine possession physiquement, il les vaut. Il le vaut, mais ils sortent pas aussi loin que ça. Il aurait pu avoir le titre de MVP s'il n'y avait pas eu autant de blessures, ceci, cela. C'est quand même un monstre. C'est un poste 5 que tu ne trouves pas en NBA. Il est dominant partout. Donc, mais quand il va bien physiquement. Donc, effectivement, le fait qu'ils l'ont signé pour ces chiffres-là, à la limite, tu peux comprendre parce que tu as quelque chose au retour. Bon, maintenant, il faut prendre la décision. Est-ce que déjà quelqu'un d'autre prendra le risque de prendre un joueur à cet âge avec ses histoires de genoux? C'est pas comme s'il a mal à l'épaule. C'est ça. Les genoux, c'est vraiment délicat. Hein. C'est pas parce qu'il est en surpoids. Mais les genoux, quand un joueur aussi grand, aussi costaud, qui a besoin de son physique, commence à avoir des genoux un petit peu en carton, il faut prendre des décisions. Mais justement, la décision, est-ce que... Alors, depuis le trade de Luka Doncic, on va dire qu'à part 3 voire 4 joueurs dans la ligue, on peut dire que tout le monde est échangeable. Est-ce que Joel Embiid, pour toi, est échangeable par Philadelphie? Je vais mettre tes 3-4 dans le sac aussi. Hein. Je veux dire, il n'y a aucun joueur... tu vois, Wembanyama, il n'est pas échangeable, on va dire, pour San Antonio. Il y a Wembanyama, Jokic, Giannis. Et encore, Giannis, je ne sais pas trop. Mais voilà, Wembanyama, tu en as un au moins. Tu en as un qui n'est pas échangeable. Je t'accorde le 1. Ouais, tu ne veux pas me dire... genre, même si Nico Harrison avait appelé San Antonio... Si on propose Victor contre Jokic, tu ne prends pas? Non, moi je garde Wembanyama. T'es obligé. Non, mais t'as bien raison. T'es obligé. Non, mais c'est la franchise. Le gamin, il a 20 ans. C'est pas comme Doncic qui a 25, 26, que tu dis, qui a le problème qu'il a de Doncic. Mais à part ça, non, je pense que des Kevin Durant... ouais, du coup, tout le monde... Bien sûr, oui, totalement. Tout à fait, tout le monde est échangeable. Du coup, Joel Embiid, imaginons que Philadelphie le mette sur le marché. Est-ce que vraiment il y a des équipes qui auraient un intérêt à récupérer? Parce que faut pouvoir le payer déjà, faut pouvoir absorber le contrat, c'est déjà très compliqué. Il faut avoir la bourse déjà. C'est ça, faut pouvoir, parce que le salary cap il n'est pas extensible et les meilleures équipes forcément sont toujours déjà au-dessus du salary cap. Mais en fait le problème c'est que est-ce qu'il y a vraiment des équipes qui pourraient tenter le pari? Parce que le retour sur investissement il peut être énorme, ça c'est sûr. Il y a forcément un joueur à ce niveau-là quand même que tu es prêt à prendre des risques. Bon, évidemment, peut-être être un peu plus regardant sur le certificat médical, un petit peu plus que les Lakers, peut-être. Ils ont regardé les Lakers, ils ont dit que ça allait pas. Ils ont regardé, mais je ne sais pas quel médecin, le quack qui a regardé ça. Hein, parce qu'apparemment, c'est... Voilà. Mais bon, Embiid, oui, ça sera un risque, évidemment. Ça sera très cher, évidemment. Mais c'est pas moi complètement fou de penser qu'une équipe peut dire peut-être que avec du soin, avec du machin, nous on est essayer d'aller chercher un titre maintenant. Ça ne sera pas une équipe qui est en construction, ça ne sera pas une équipe de milieu de tableau, ça sera une équipe très élevée qui dit qu'on a le reste de l'effectif. On a du backup, on a ceci, cela, donc on ne dépendra pas que de lui, mais tel impact réduit son temps de jeu. Tu peux pas réduire le temps de jeu d'un joueur qui touche, qui touche 65 millions de dollars ou plus de 60. Tu peux, parce que tu joues le titre. Oui, mais pour jouer le titre... Ça se dépend, tu dépenses l'argent pour jouer le titre. Quand tu dépenses autant d'argent, il faut que le joueur il joue au moins 35 minutes tous les soirs. J'ai dit que ça, c'est les conditions. Ouais. Ça, c'est les conditions que tu peux prendre Embiid. C'est pas de dire, je vais le prendre et je vais le jouer 40 minutes comme le LeBron James. Tu sais que c'est pas possible. Donc après, tu dis, on a un an. On a un an pour gagner un titre. Vas-y, mets-lui à Milwaukee avec Giannis. Ça n'a pas de la gueule, ça?
Bah, ça serait pas mal. Ouais, ça serait surprenant, on va dire, sur le papier. Mais non, bah, moi, je paierais pour qu'est-ce voir qui ça. est surprenant maintenant dans le Non, NBA? ouais, non, c'est sûr, plus rien n'est surprenant. On termine sur les Sixers avec Paul George, parce que tu en as un peu parlé. Il fait une saison, je vais pas dire catastrophique, mais pas loin quand même. Il a jamais marqué aussi peu de points que depuis ses 2 premières années NBA, en fait. Sinon, depuis ses saisons rookie et sophomore, il avait toujours mis plus de points qu'actuellement. Et il y a son contrat, du coup, qui est énorme, qui pèse énormément sur les finances de Philadelphie. Et comme pour Embiid, en fait, le retour sur investissement, il est absolument pas là. Et Paul George, bah, lui, il a déjà 34 ans, si je dis pas de bêtises. C'est en train d'être un contrat absolument catastrophe pour Philadelphie. Oui, parce que Philadelphie a fait ça, parce qu'il pensait que c'était le troisième pièce pour essayer de jouer, aller confronter Boston, New York et tout ça. Mais c'est pas du tout le cas. Et puis Paul George, il est réduit maintenant, aujourd'hui, minimum troisième option. Donc, il n'a pas le maîtrise de son jeu. Toutes les équipes où il a joué, où il a brillé un peu, c'est que c'était la première option. C'est lui qui prenait le plus de shoots. Les systèmes étaient axés plutôt vers lui pour le libérer. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas de Paul George. Tout traverse, quand Embiid est sur le terrain, tout traverse par lui. Si la deuxième option, c'est Maxey, ça c'est clair, net et précis. Donc Paul George, il arrive après. Est-ce qu'il peut être efficace en prenant un shoot tous les 5 minutes? Ça, c'est autre chose. Il devrait l'être, parce qu'il a le contrat pour. Mais toutes les analyses sur Paul George, malheureusement pour lui, s'avèrent comme être vraies. C'est pas un joueur vraiment qui est au-dessus. C'est un bon joueur. C'est un All-Star, mais pas plus. All-Star limite. Ouais. All-Star limite. Dans ses meilleures années, c'était un All-Star. Dans ses meilleures années, voilà. Parce qu'il avait son physique. Non, maintenant, pas du tout, oui, ça c'est sûr. Il a fermé. Ouais, non, mais maintenant, c'est pas du tout un joueur élite. Donc, partout de là, lui aussi, il faut qu'il se range un petit peu. Mais Philadelphie, c'était un gros risque. Est-ce qu'il y avait d'autres à prendre? Mais Paul George, c'est un échec total. La suite des opérations pour Philadelphie, ça ne serait pas de repartir sur une nouvelle reconstruction, on va dire un nouveau process, mais bon, il n'y a plus Embiid, c'est plus un process. Il ne faut peut-être pas utiliser le mot parce qu'il y aura tellement de rire. Bah ouais, mais ça va être ça. Tu vois, on parlait de potentiellement trader Embiid. Si tu trades Embiid, ça veut dire que tu essaies de débarrasser de Paul George aussi et tu repars de zéro quasiment. Oui, il faut regarder les processus un peu. Les procédures n'étaient pas super quand même. Enfin, on peut parler de malchance. Tu as quand même pas mal de premiers tours de draft de partout. Tu commences avec Fultz, qui a retrouvé une place en NBA, mais un bouchon, quoi. Ce n'est plus du tout un joueur. Ben Simmons, Embiid, que la première saison qu'il est drafté numéro 1, tout ça, il joue pas. Donc c'est quand même, il y a un problème avec le process. Hein. Je veux dire, il faut chercher un autre process, peut-être avoir une meilleure analyse sur certains joueurs, mais ils ont perdu tellement de temps. Gâcher tellement du talent que Philadelphie, aujourd'hui, ne peut pas en vouloir de ne pas être dans une position plus haut. On va changer de sujet. À moins que tu aies encore quelque chose à rajouter sur. Je pense que le résultat parle pour eux-mêmes. Ouais, clairement. Et c'est vrai que la fin de saison de Philadelphie pourrait être longue, surtout si Joel Embiid arrête d'ici la fin de la saison régulière. On va enchaîner, du coup, on va essayer de faire un petit bilan pour l'instant de la saison avant ce All-Star Game ce week-end. On va mettre les pieds dans le plat tout de suite. On parle de San Antonio, 12e pour le moment, 23 victoires, 29 défaites, qui a pris pas mal de retard sur Golden State, 10e. Est-ce que ça serait un échec pour San Antonio si les Spurs ne faisaient pas à minima le play-in? Est-ce que ça serait un échec cette saison? Échec, non, ça serait une déception. Je pense qu'on avait envie que cette équipe, au moins, soit compétitive pour les play-in. Mon avis, ça va pas se faire parce que déjà les équipes au-dessus d'eux sont améliorées par des trades ou sont stabilisées, ou il y a certaines équipes qui sont intouchables, ils n'arriveront pas dans le top 8 par exemple. Donc après, tu as des équipes comme Sacramento qui jouent un petit peu mieux.
C'est vrai, donc aller atteindre ces équipes-là, on n'y croit pas. Bon, même si Dallas a beaucoup de problèmes de blessures, une fois qu'ils vont récupérer leurs joueurs, ce sera une équipe, je pense, beaucoup plus forte. Aujourd'hui, l'arrivée de Fox, c'était une petite lure. En disant, avec Fox, tout va changer, voilà, il y a une autre dimension, le jeu à deux, il sera inarrêtable. Ça, c'était pas la réalité. C'est pas ça le seul souci de San Antonio aujourd'hui, c'est d'avoir un bon jeu à deux. Déjà, Fox, on ne pourra pas savoir exactement ce qu'il peut amener qu'après l'All-Star Break, parce qu'il faut savoir que ce jour-là, c'est pas entraîné une fois avec les Spurs. Il a fait les shootings du matin. Mais oui, l'intégration, elle a été très rapide. À la break, voilà, il va pouvoir intégrer ça, non seulement offensif, mais défensivement. Parce que le problème de San Antonio aujourd'hui, tu as probablement un des meilleurs défenseurs du NBA, mais probablement l'équipe la plus faible défensivement en NBA. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a un problème global. Mais par contre, cette équipe a progressé. Les Vaisselles, tout ça, Johnson, tout ça, c'est des joueurs qui ont avancé. Castle, moi je trouve ça un super joueur. Donc, ils ont l'avenir devant eux. Je pense que ce trade de Fox, c'est plutôt pour l'avenir. Pour la saison prochaine, déjà. Je pense qu'il faut regarder San Antonio de près à partir de l'année prochaine, être compétitif. Minimum, là, on va commencer à dire minimum play-in ou c'est un échec. La saison prochaine, oui, ça c'est sûr. La saison prochaine, il n'y aura pas d'excuses, il n'y aura pas de voilà, on va attendre, on va être patient. L'année prochaine, c'est minimum play-in. Et puis, espérons mieux. Est-ce qu'on reste dans la conférence Ouest? Est-ce que pour toi, Denver, c'est la seule menace pour le Thunder, pour les empêcher d'arriver en finale NBA? Est-ce que cette conférence Ouest, elle est vouée à se jouer entre les Nuggets et OKC? Ni vu ni connu, le revoilà Denver, effectivement. De toute façon, quand tu as un joueur comme Jokic, tu es toujours dans la conversation. Ça, voilà, c'est un des... Comme quand t'as Doncic? Non, pas du tout. Non, parce que Jokic, ça fait des années qu'il est tellement au-dessus. Doncic, tu ne vas pas parler pour l'instant comme MVP. Voilà, il a amené son équipe en finale. Jokic a le titre et le dominance basketball parlant, on le voit. Denver, je mets le mais. Effectivement, quand Jamal Murray est vintage, comme il était l'autre soir, quand il met plus de 50 points. Jamal Murray playoff, en fait, un peu. Jamal Murray playoff, dernier du titre. Voilà, il était vraiment un joueur dominant avec Jokic. Mais ça ne s'arrête pas là. À côté, Porter Junior aussi, il faut qu'il élève son niveau de jeu. Brown, il faut qu'il élève son niveau de jeu. Il faut un banc efficace. Sinon, Denver ne va pas arriver. Parce qu'on va user Jokic. Quand il sort du match, c'est souvent ça, le grand signe avec Denver. Qui va attaquer, qui va prendre la responsabilité. Mais bon, aujourd'hui, ils sont troisième, je crois. Ouais, donc, ils sont au point de... Ils sont juste Ils derrière sont un peu en Memphis. sniper, là. Ouais, ils sont juste derrière Memphis. Mais c'est vrai que on en parle très peu. Parce que toute la saison, parce qu'ils n'ont pas eu le départ comme on l'attendait, parce que Jamal Murray était en dessous, on ne considérait pas Denver comme un candidat vraiment sérieux au titre. Donc aujourd'hui, voilà, de plus en plus, voilà, si ça joue au niveau que ça, quand ça rentre dans l'All-Star Break là, oui, il faut les considérer. Il y a que pour empêcher le Thunder de viser les finales, où tu vois... je sais pas, Memphis et Houston, on est obligé d'en parler, mais ça paraît être un peu moins costaud. Ouais, et après, t'as les Lakers, les Clippers qui sont plus loin. Qu'on soit bien clair, OKC, c'est le grand favori de cette conférence, par la régularité de leur jeu, par le fait que même sans Chet Holmgren, c'était la meilleure équipe NBA. Avec lui, ça donne une autre dimension parce que tu as une paire d'intérieurs qui peut jouer ensemble. Ils peuvent jouer du small ball. Ils ont une telle diversité dans leur jeu et ils ont l'MVP. On va pas me la faire cette année. Shai Gilgeous-Alexander est le meilleur joueur NBA aujourd'hui. Le plus régulier, le plus talentueux, et devenu un grand leader de cette jeune équipe. Donc, ils resteront favoris. C'est vrai, il y a des équipes comme Memphis, Denver qui arrivent, qui me semble moins solide.
Houston, il faut vraiment que leurs faut voir comment la saison se termine pour les Rockets. Oui, mais il faut que leurs joueurs majeurs jouent beaucoup mieux que ça. Actuellement, ils sont pas très réguliers. Green, Şengün, même s'ils font des stats, même hier, ils sont fait bencher parce que son coach était pas content d'eux. Ça glisse. Mais il faut qu'ils reprennent un peu. Voilà, ils sont peut-être laissés aller un peu, cette équipe. Bon, c'est vrai qu'il y a Van Fleet qui est absent. C'est un joueur absolument nécessaire. Sinon, ça n'a pas gagné à Houston. Donc, il faut mieux qu'il revienne vite. Bon, on est obligé d'en parler un peu. C'est quoi les ambitions des Lakers pour la fin de saison et puis surtout les playoffs qui vont arriver où il y aura pas. Normalement, les Lakers seront directement qualifiés si ça s'écroule pas. Jusqu'à la visite médicale du Williams. Moi, je disais que c'est une équipe capable avec un petit peu de temps. Parce que déjà là, c'était très très bien. Ils avaient gagné 9 sur 10 avant le trade de Doncic. Donc ça tournait très bien, oui. Ça tournait très bien. On voit qu'il y a du talent. Bon, maintenant, tu ajoutes un joueur qui va quand même monopoliser un petit peu le ballon avec LeBron James. On n'a pas assez vu pour l'instant aussi cette catastrophe à Utah. On voit les deux dimensions des Lakers qui sont capables de briller, comme ils sont capables de faire une grosse plouffe, comme les Utah Jazz perdent à Utah. On va voir avec la transformation de cette équipe, parce que ça va devenir une équipe qui joue sur la ligne de 3 points. Oui, ça va sur les percussions, sur les shoots, parce qu'il n'y a plus Anthony Davis. Sans rien à l'intérieur, parce quasiment. Que cette année, Anthony Davis, quand il était là, tout passait à travers de lui. C'était même une des raisons qu'ils avaient de la réussite, parce qu'ils avaient ce poste 5, voilà, qui fixait les défenses, qui donnait de l'espace à l'extérieur. Doncic, il faut vraiment que le spacing il soit bon, hein, parce que tu as beaucoup de monde, que ce soit Austin Reeves, parce que LeBron qui a besoin d'espace. Connect qui va pouvoir apporter ce spacing. Oui, mais ça, déjà mentalement, il faut que le ça, c'est très compliqué. Ça va être très compliqué. Déjà, du temps de jeu, on va le mettre où? Tu vas prendre les minutes de qui? Doncic, il va pas être sur limite de minutes pendant très longtemps. Hein. Là, à ce moment, il joue 23 minutes. Après, il va jouer 35 ou plus. Donc, LeBron James, tu vas pas jouer 23 minutes. Austin Reeves, qui a pris une dimension, va jouer beaucoup de minutes. Donc, Connect, pour moi, ce sera vraiment une espèce de sniper qui va sortir de temps en temps. Mais c'est vrai que l'effectif des Lakers aujourd'hui, bon, Alex Len, comme j'avais dit, c'est pas le deuxième arrivé. Ouais, non, Alex Len, c'est plus pour faire le nombre et mettre un peu de viande dans la raquette. Sa vie, sur son CV, c'est marqué backup. Hein, donc, il sera pas autre chose. Donc, à voir comment il peut transformer ce jeu. Est-ce qu'il peut jouer les yeux dans les yeux avec une équipe comme OKC ou Memphis ou d'autres, Denver mais tant que LeBron est là, t'as Doncic, c'est quand même une équipe que tu prends au sérieux. On passe à la conférence Est. Oui. New York. Troisième de la conférence Est pour le moment. Est-ce que pour toi, les Knicks sont des prétendants au final NBA? Oui, ils peuvent être prétendants, surtout avec l'année qui fait Cat Towns. Il fait la meilleure saison de sa carrière. Brunson, qui est toujours un des meilleurs meneurs de jeu de l'NBA. Josh Hart, un joueur inestimable. Bridges a retrouvé son niveau. Mais le problème, il va être très simple. Tu as devant toi 2 équipes, Boston et Cleveland, qui ont non seulement les meilleurs 5 majeurs, mais ils ont du banc. Ils ont surtout avec l'arrivée de Hunter à Cleveland, qui change complètement la dimension de cette équipe. C'est un upgrade sérieux. Le problème des Knicks, c'est que leurs 5 majeurs, et ça, c'est le méthode Thibodeau. Ça changera jamais, ça. Et l'autre soir, les 5 joueurs de 5 majeurs ont joué plus de 40 minutes. Donc, est-ce qu'ils peuvent arriver en play-off? Bien. Bon, le Madison Square Garden, c'est un bon endroit. On veut voir du play-off basket. C'est un contender sérieux. Mais je crois qu'en face de Boston et Cleveland, si jamais ça arrive à ça, il y aura problème de faute de soldats. Ouais, ça te semble trop. Non, mais ça te semble trop court. Pour moi, c'est trop court. Un peu trop court, les Knicks, ouais. Voilà.
s'il peut jouer à 5, il peut être contendant contre n'importe qui. J'ai l'impression qu'on ne parle pas beaucoup cette saison des Celtics, qui en fait, très vite, on s'est rendu compte que Cleveland avait pris large en tête. Oui. Boston est deuxième, semble avoir la marche pour rester au moins à cette position et donc éviter jusqu'en finale de conférence les Cavaliers. Est-ce qu'en fait Boston, on attend juste les playoffs pour savoir vraiment s'ils peuvent le refaire? Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur les Celtics sur cette saison parce qu'il y a eu des défaites un peu surprenantes, il y a eu des matchs perdus qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Mais est-ce qu'il y a une inquiétude à avoir pour les Celtics? Non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Phil Jackson, il disait souvent le plus grande difficulté pour une équipe qui vient de gagner un titre, c'est l'ennui. C'est justement attendre les playoffs pour essayer de le refaire. Boston, ils n'ont jamais perdu autant de matchs à domicile. Donc ça, c'est le petit hic chez eux. Donc à partir de là, non, ils ont toujours pour moi le meilleur 5. Ils ont probablement le meilleur 6e homme en Pritchard. Ils ont des joueurs de devoir qui rentrent, qui connaissent très très bien leur rôle et qui produisent parce que Joe Mazzulla a fait un très bon travail de coaching en préparant ses joueurs, le deuxième équipe, être important au bon moment. Donc, il leur donne du temps de jeu. Et je pense que ces équipes de Celtics, effectivement, pendant les playoffs, vont être redoublables. On aime bien, de toute façon, Boston est champion. On aime bien regarder ceux qui peuvent leur balancer de leur chaise. On cherche toujours celui qui va réussir à faire tomber le roi du trône. Boston, qui peut remplacer Boston, qui peut faire ceci, cela. C'était le cas quand Denver était champion. On disait qui peut les enlever. Donc le back-to-back, ça va être compliqué. Parce qu'encore une fois, Cleveland a montré depuis le début de saison que c'est une équipe redoutable. C'était pas juste pas un effet de surprise au début, oui. Gagner 15 matchs de suite pour commencer la saison. On le regarde, je répète, avec Hunter qui arrive. Il peut être dans le 5, il peut être 6e homme. Ils ont vraiment une richesse de jeu. Et je trouve Donovan Mitchell, moi je suis pas grand fan, par sa personnalité, quand on était à Utah, même l'année dernière à Cleveland, je l'ai trouvé un peu trop suffisant, un peu trop vouloir être le star, celui qui a le ballon tout le temps. Et du coup, c'est beaucoup moins le cas c'est la sensation qu'on a, c'est beaucoup moins le cas cette saison. C'est pas du tout le cas. Kenny Atkinson a mis, all-in, tout le monde participe, ça court, ça shoot à 3 points, de partout, pas seulement un joueur qui domine le ballon. L'évolution de Garland aussi a fait que tout passe par lui. C'est lui le meneur, c'est pas Mitchell qui monte la balle, enfin il peut de temps en temps. Mais c'est Garland qui gère l'affaire. Et le nouveau rôle d'Evan Mobley aussi. Et les deux intérieurs, Allen et Mobley, c'est à l'Est les deux meilleurs intérieurs, probablement 2 All-Stars. Bon, Allen il sera pas, mais Mobley, sera All-Star. Non, cette équipe est redoutable, cette équipe de Cleveland. Et puis ils sont prêts, parce qu'ils sont l'année dernière, ils étaient un peu frustrés, justement à cause de ces blessures. L'année avant, c'était Mobley qui était blessé. Donc là, si tout va bien, ils vont arriver à 100% pendant ces playoffs. Et pour moi, c'est le plus grand challenger des Celtics. Ce qui est vraiment rassurant pour Cleveland, c'est qu'en fait, il y a cette constance et cette régularité depuis le début de la saison. Et ça, en général, au moment des playoffs, ça paye. Et quand tu as le réussi dès le début, c'est ça la clé pour Kenny Atkinson qui a changé le jeu un peu. Voilà, ce jeu tout feu, tout flamme. C'était pas sûr que ça marche dès le départ. Non, c'était pas sûr, parce que quand tu dépends que de certaines choses, des fois, ça flambe pas. Mais le fait qu'ils avaient gagné les 15 matchs, avec cette méthode-là, tout le monde, encore une fois, était all-in. Donovan Mitchell était all-in parce qu'ils ont gagné en jouant de cette manière-là. Et je pense que ça va être... Maintenant, en play-off, c'est souvent la capacité de jouer demi-terrain qui change, parce qu'on va vous ralentir. Tout le monde connaît tout le monde connaît vos systèmes, tout le monde connaît vos joueurs individuellement. Défensivement, c'est beaucoup plus efficace, et en attaque, c'est beaucoup plus compliqué.
On devait parler un peu du All-Star Game, je crois Oui. qu'on n'aura pas le temps, on a fait un peu plus long. On va terminer. Non, c'est quoi j'avais plein de questions. Ou c'est surtout. toi. Ouais, moi j'avais plein de questions. Non, Oui. mais moi ça me va si on parle pas trop du All-Star Game. Je vais juste terminer sur les Bucks qui sont 5e pour le moment. Et alors Giannis a une petite blessure, le All-Star Game tombe bien, ça va lui permettre de se reposer. Il sera pas là du coup à San Francisco pour ce week-end. Les Bucks, c'est peut-être l'équipe, je trouve, la plus difficile à cerner de la ligue parce que en fait avec Giannis, je pense un peu comme avec Jokic, t'es forcément prétendant à quelque chose quand t'as un tel joueur, mais c'est autour que ça semble quand même un peu à bout de souffle. On sait que c'est une équipe en plus qui va avoir sûrement pas mal de changements cet été. Brook Lopez sera en fin de contrat, Middleton vient d'être échangé. On sait pas trop où ça va, mais en fait avec Giannis et Lillard, tu peux créer une surprise en play-off où ça va s'arrêter très vite. Mais très sincèrement, il faut être honnête, hein, le greffe Lillard-Giannis n'a jamais fonctionné. Lillard est toujours très très bon quand il est le Lillard de Portland. C'est-à-dire souvent quand c'est Giannis qui est blessé. Là, tu vois Lillard qui domine le ballon, qui monopolise le ballon, qui fait du Lillard. Capable de casser un défenseur 1 contre 1, le step back, le step away à 3 points. Il est dans son groove, il est dans son rythme. Il y a beaucoup plus de munitions, plus régulièrement. Donc effectivement, pour l'instant, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Et penser que c'était ça qu'il fallait, un autre star à côté de Giannis, ou c'est pas la bonne étoile, ou c'est deux jeux qui fonctionnent pas très très bien. Je crois qu'il y a un gros souci aussi, il pensait que Middleton allait revenir Middleton. Le garçon s'est fait opérer des 2 chevilles, il a mis longtemps à revenir, et quand il est revenu, on avait l'impression qu'il était diminué au moins 30 ou 40% de Middleton qu'on connaissait. Non, c'était plus le même joueur. Plus du tout le joueur, une bonne option numéro 3. Ça a causé pas mal de friction à l'intérieur de cette équipe de boxe. Les joueurs ne comprenaient pas qu'il était dans le 5. Après, ils trouvaient que c'était mieux quand il sortait du banc, quand il n'y avait pas Giannis. Donc, effectivement, il y a eu cet échec-là. Kuzma, c'est pas. Attends, il a joué du mauvais basket pendant 3 mois. Et comment il va aider cette équipe-là? On connaît Kuzma, c'est pas ça qui va faire bouger l'aiguille en haut. C'était pour moi un move un peu. Par exemple, comme Steph Curry a dit aux Warriors qu'il fallait pas faire. Tu vois, juste faire un truc pour faire un truc. Kuzma va amener des points de temps en temps, mais cette équipe-là, pour moi, n'est plus du tout dans la discussion. Autant que les Knicks peuvent l'être, Boston, Cleveland. Je pense que les Bucks sont plus du tout dans la discussion, même si Giannis revient très très fort d'une équipe qui peut prétendre aller chercher un titre. Bah écoute, merci Chris. Je fais un petit point sur l'All-Star Game. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est quand même intéressant. Ça sera évidemment ça sera évidemment à suivre sur Bein. Vendredi soir, le Rising Star Challenge. Samedi, les concours. Et dimanche, le All-Star Game. Alors avec plusieurs matchs, plusieurs équipes. Et puis évidemment. Beaucoup de Français. Et beaucoup de Français. De toute façon, Chris, ne casse pas le matériel, il reste encore 1 ou 2 minutes. Les compétitions sont sympas parce qu'ils ont mis les paires avec, il y a Sarr et Sachet. Exactement. Wemby avec Chris Paul. Non, ça c'est très très sympa. Ça sera très sympa. Et puis le dimanche, Victor Wembanyama qui va jouer son premier All-Star Game et qui a déjà annoncé qu'il n'était pas là pour se faire. Il va jouer sérieusement. Il va jouer sérieusement et il va vouloir faire des contres à mon avis. Donc il faudra peut-être se mettre au niveau en face parce que sinon, juste pour cette raison-là, je vais regarder parce que je vais voir le surprise dans le visage des vétérans qui pensaient qu'ils étaient à cabot, quoi. Quand il va scotcher LeBron, ça va être les chemises en fleurs, ils vont voler. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a une équipe un peu vétéran avec Curry, LeBron, KD, Harden, Lillard et puis Team USA. Voilà, là, c'est un peu la Team USA avec Jaylen Brown. J'espère qu'il jouera plus qu'avec Team USA. Et puis et puis t'as la Global Stars. C'est un peu le reste du monde, quoi. Shea, Jokic, Donovan Mitchell, qui est lui américain, mais Şengün, Siakam c'est une bonne et Wembanyama. Il fallait changer, de toute façon, il fallait changer. Moi, je trouve que le changement est bon, évidemment. Il fallait changer quelque chose dans cette formule. Ça marchera pas. Déjà, à l'œil, on a envie de regarder juste pour voir. Et juste le fait d'avoir un joueur qui veut jouer le truc à fond,
On sait jamais, ça peut déclencher quelque chose. C'est comme le premier All-Star c'est comme le premier All-Star Game de Yannis. Je sais pas si tu reviens. Lui aussi, il était jeune, il courait partout, il sprintait, il pressait, il allait au contre, et tous les jours, était en train de le regarder en disant « Oh, rookie !» C'est un week-end. Ouais, c'est cool, mais peut-être il ira chercher le MVP du All-Star Game, Victor, ça serait incroyable. Pourquoi pas. Allez, merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Très bon week-end à vous et à bientôt. Ciao.